Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport sur TV78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur comme toujours pour m'accompagner. Une vraie Dream Team, la crème de la crème. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, c'est un véritable esthète. Il aime jouer avec la langue française lors des débats, mais il sait aussi cogner quand il le faut. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Bonjour Pierre. Forme de bonheur à vous les kikis, bonjour, tout va très bien, ça commence à sentir bon les JO là, non? Ça commence, ouais, effectivement, là, moins de 100 jours. Ça monte en puissance, là, on va être prêt. On va être prêt. On monte en puissance nous aussi. Sur la ligne de départ. Au fur et à mesure. On continue à gauche. Musique. Vous reconnaissez sa musique. Il est encore avec nous aujourd'hui pour donner le meilleur de lui-même. Il se donne à fond à chaque édition comme la légende du football italien. Daniele De Rossi, notre Italian lover Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous Grégory? Ça va très bien. Écoutez, on vient d'un petit voyage aux États-Unis, à New York. On a pu se ressourcer, en prendre plein la vue et en plus là on a des sujets américains aussi aujourd'hui sur la table, même si on parle bien sûr des Yvelines avec un extraterrestre là qui vient de terminer sa saison. Est-ce que vous êtes passé quand même du côté de Little Italy? Oui, bon, c'est un peu surcoté Little Italy. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'Italiens, on va dire là-bas, mais il y a une petite rue encore qui subsiste, voilà, qui résiste, on va dire. Et voilà, c'est à faire. C'était sympa. Bon, on prend note en tout cas si on veut partir du côté de New York. On continue à ma droite. Musique. Il est passionné de sport. Il sillonne les terrains d'Île-de-France depuis plusieurs décennies. Il s'y connaît dans tous les sports. Il va nous éclairer dans cette émission, comme d'habitude. Président Philippe Volac, responsable sponsoring chez Orange, Île-de-France est avec nous pendant une heure. Bonjour tout le monde. On a décidé de vous baptiser président maintenant. Ah ben ça me va bien, ouais, ça me va bien. Mais ça dépend président de quoi, mais ça me va bien. Ben moi je n'étais pas aux États-Unis, mais j'étais à Ibiza, donc c'est pas du tout pareil. Mais ouais, pas le même climat. Pas le même climat, malgré que je sais pas. Vous avez dû sortir le maillot comparé à Grégory, je pense. Ouais, le maillot. Pas trop court parce que voilà, mais voilà, donc il fait encore froid. Un peu frais quand même. C'est quand même un peu frais. Ouais, on est aux quatre coins du monde ici dans cette émission. On passe de l'autre côté à musique. C'est une légende vivante, un mythe, une rockstar. C'est un monument dans cette émission. C'est notre Tour Eiffel, notre Big Ben, notre Empire State Building, je vais arriver à le dire. Notre pyramide de Khéops, notre Jean-Miss National est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël et bonjour les amis. Comment allez-vous Jean? Pleine forme, toujours comme d'habitude. Le beau temps commence à arriver, donc moi ça me va très très bien. Et vous aussi vous étiez en vacances? Marrakech pour moi. Vous avez tous eu le choix dans la date là, ouais. Ah ouais, j'ai bien eu le choix dans la date. On voit qu'on aime voyager dans cette émission. On termine de l'autre côté, musique. Vous reconnaissez sa musique qui nous vient tout droit des contrées paisibles du nord du département des Yvelines, plus précisément de la petite ville champêtre d'Épône. C'est un spécialiste rugby, mais rassurez-vous, il s'y connaît dans tous les sports et notamment sur le sport yvelinois. Nicolas Dandré est avec nous pendant une heure. Bonsoir à tous. Je suis content d'être autour de la table de la 8e merveille du monde qu'on cherchait depuis tant d'années. Jean, voilà, c'est ça. Voilà. Vous pas de vacances par contre. La semaine prochaine. Je pars en Crète. J'aime bien les îles, donc ça sera la Crète cette fois-ci. On fait le point vacances dans cette émission. Alors avant de passer au programme de l'émission à parler rugby, on jouait pour le compte de la 22e journée ce 21 avril. Plaisir s'est imposé à 26-17 à domicile contre Ris-Orangis, la 17e victoire de la saison du club. Au classement, Plaisir termine la saison régulière à la première place devant Saint-Malo et peut viser la montée. Versailles termine 8e et le MLSGP 9e. La question sur cette thématique, Plaisir sera-t-il la saison prochaine en Fédéral 1? Oui ou non? Partagé pour vous du côté gauche, du côté droit, partagé aussi. Ah, vous êtes tous partagés en fait. Ouais, ça va être compliqué pour faire un débat. Ouais. Alors, Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais bien cette poule-là, puisque vous avez rappelé aussi les résultats de Versailles. C'est partagé parce que c'est la logique sportive qui arrive et c'est la saveur très très particulière des phases finales au rugby. Le règlement, c'est qu'il faut arriver jusqu'en quart de finale pour monter. Donc ça fait quelques tours de phase finale en mode aller-retour à passer. Et donc là,
bien malin celui qui peut justement être sûr de la montée de Plaisir. Ce qu'il faut dire, et c'est ce qui me partage l'esprit, c'est que c'est peut-être l'année ou jamais. Ça fait déjà 7-8 saisons que Plaisir est à ce niveau-là. Pour les avoir rencontrés plusieurs fois de suite, c'est une très belle équipe, un bon groupe qui vit bien, ça joue bien au rugby. C'est bien structuré dans le club. A priori, ils sont prêts à passer cette marche-là. Il y a toujours un gap entre les fédérales, entre la 3 et la 2, et puis là, entre la 2 et la 1. Courbevoie a déjà passé ce pas-là et se maintient en Fédéral 1 cette année. Donc, voilà, partagé parce que on peut leur souhaiter, par l'organisation, l'histoire qu'ils ont eue et les résultats qu'ils ont produits et le jeu qu'ils ont produit cette année. Maintenant, il y a cette loterie des phases finales qui rend le suspense assez intéressant. Jean, vous qui les connaissez bien, Plaisir, est-ce qu'ils vont monter ou pas? Alors oui, je les connais bien, je les connais bien pour les avoir coachés. C'est le résultat, je dirais que ils ont fait une excellente phase qualificative en finissant premier de leur poule, et j'ai regardé, ils sont quand même deuxième national quand même. Donc c'est une grosse performance à ce niveau de la compétition. Donc deuxième meilleure équipe de la Fédérale 2 en France. Les premiers, je crois que c'est Montmélian. Montmélian avec le même nombre de points. C'est simplement le nombre de matchs perdus. Plaisir en a perdu 4 et Montmélian 2. 7 victoires, un nul et 4 défaites pour Plaisir. Et Montmélian en a perdu que 2. Donc c'est juste la différence. Mais ils finissent premier ex aequo presque, enfin premier ex aequo au nombre de points. Donc c'est une grande performance. Après, Pierre vient de le souligner, les phases finales, c'est le championnat c'est un autre championnat, quoi. Là, ils sont exempts de barrage, puisqu'ils finissent premiers, les 2 premiers sont exempts du barrage. Donc ils sont directement qualifiés en 16e, mais il faudra, il l'a dit, passer les 16e en match aller-retour et les 8e en match aller-retour et finir en quart. Donc les 8 meilleurs, il faudra faire partie des 8 meilleures équipes de France pour prétendre à monter en Fédéral 1. C'est l'année ou jamais, je suis d'accord avec Pierre encore une fois, c'est l'année ou jamais parce qu'il bénéficie aussi de cette réforme avec la création de la Nationale 2 qui a remonté un petit peu toutes les meilleures équipes de Fédéral 2 et qui a remonté un petit peu le niveau, où on avait un Plaisir qui était en milieu de tableau et qui cherchait à se qualifier vers la 6e place et cette année se retrouve en haut du tableau et en plus excelle à ce niveau-là. Donc c'est vraiment l'année pour eux de pouvoir accrocher cette montée en Fédéral 1. C'est le résultat aussi d'un club structuré, d'un travail de longue haleine, que je connais bien, avec des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui ont fait un excellent boulot, et autant autour du terrain que sur le terrain. Alors certes, moi j'y ai participé aussi, puisque je faisais partie de l'équipe de la montée en Fédéral 2, mais après la continuité a été faite, et ce qu'il y a de bien, c'est le côté club très sain et très bien structuré, et qui vont tous dans le même sens, avec des dirigeants qui sont là encore une fois de très longue date et qui font un excellent boulot. Ils le méritent, selon vous? Ils le méritent totalement. S'il y a une équipe actuellement en Ile-de-France qui peut prétendre monter en Fédéral 1, c'est vraiment un plaisir, parce que ils ont tout pour réussir. Ils ont les infrastructures, ils ont le potentiel rugby, ils ont les dirigeants qu'il faut, ils ont les partenaires, ils ont énormément de choses. C'est un club très structuré qui mérite sa montée, et c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Philippe Black, vous les connaissez bien aussi? Oui, moi ça me ferait plaisir qu'ils montent, hein, bien sûr. En plus, ils ont joué contre le club que je viens d'adhérer, de rejoindre Ris-Orangis, donc sur les partenariats. Et ouais, ce serait bien en plus, parce que, comme je le disais avec Pierre, ce serait la seule équipe de Fédéral 1 dans le 78. Donc ce serait très bien, et bon, comme le disait Jeannot, je veux dire, il mériterait. Bon, c'est vrai que la poule c'était serré quand même, avec Saint-Malo, l'Heureux, et c'était quand même très serré, mais ils ont. Moment où on pensait peut-être que Plaisir allait finir 3e, voire 4e. Mais à la fin, ils ont fait une bonne fin de championnat, et vraiment une équipe creuse à un moment, avec plusieurs défaites consécutives, mais vraiment une équipe très bon début de saison et très bonne fin de saison. Ouais. Et j'espère qu'ils vont monter, qu'ils vont passer les 2 tours aller-retour et monter.
Grégory, qu'est-ce que vous en pensez? Je donnerai ensuite la parole à Nicolas Dandry pour clôturer ce début d'émission, parce que vous y avez joué, hein, Nicolas Dandry, vous les connaissez bien. Difficile d'apporter des éléments supplémentaires après nos spécialistes. Dire que Plaisir sera bientôt en Fédéral 1, c'est compliqué à dire, surtout moi avec mes talents de pronostiqueur, on n'est pas Nostradamus, on n'a pas la petite boule de cristal. Maintenant, dire qu'ils n'ont jamais été aussi proches de cette montée en Fédéral 1, ça c'est un fait, parce qu'ils ont terminé donc à cette première place, ça vient effectivement récompenser des très bonnes années de travail. Et tu as raison, Jean, de t'inclure dedans. Voilà, tu as fait partie aussi de ça, bravo à toi. De l'aventure. Voilà, de cette aventure, de cette stabilisation après. Il y a eu la montée en Fédéral 2, la stabilisation en Fédéral 2, et maintenant prétendre aux montées, au potentiel promu en Fédéral 1. C'est une nouvelle saison qui commence, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et la petite chance, on en parlait avec Jean juste avant le début de l'émission, c'est que c'est des matchs aller-retour. Donc même si il y a un raté sur un match aller, on peut se refaire, il y a la possibilité de se refaire sur un match retour. Il y a quand même 2 tours à passer pour Plaisir avant d'accrocher cette montée en Fédéral 1. Ils n'ont jamais été aussi proches. Maintenant, est-ce qu'ils vont monter? C'est difficile à dire et je ne me prononcerai pas là-dessus. Nicolas Dandry. Peut-être que justement, je pense que ce que vient de dire Grégory, le fait que le 16e de finale et le 8e de finale se jouent en match aller, match retour, ça c'est un avantage pour Plaisir et pour atteindre justement les quarts de finale et donc la Fédérale 1, sachant que d'après le tableau qui a été publié dans Midi Olympique lundi, en 16e de finale, Plaisir pourrait rencontrer soit Lormont, donc club de Gironde, ou soit Ris-Orangis. Retrouver Ris-Orangis, que Plaisir a battu 2 fois dans la saison régulière. Et en 8e de finale, Plaisir pourrait retrouver soit Mérignac. C'est costaud, Mérignac, c'est un gros club de Gironde. Ça descend de Fédéral 1. Ouais. Exactement, soit l'Heureux, ou soit Castillon-la-Bataille. Donc il pourrait aussi retrouver l'Heureux. Plaisir a connu une défaite cette saison et une victoire face au Heureux. La difficulté des phases finales, c'est que en fait, c'est les différentes cultures françaises du rugby qui se rencontrent. Et un club de Gironde, de Nouvelle-Aquitaine, ne joue pas de la même manière qu'un club de la région Île-de-France. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est une autre culture rugby qui est plus présente dans le Sud-Ouest. Le rugby, c'est un sport du Sud-Ouest. Et quand un club du Nord rencontre un club du Sud-Ouest, c'est une culture différente. Je sais pas si tu partages cet avis. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vois. Mais non, parce que je vois Bougonnet, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça, parce que j'entends ça depuis très longtemps. Depuis, ça fait 35 ans que je suis entraîneur en Île-de-France. C'est tout. Et ouais, avec ton accent parisien. et ça, j'ai toujours entendu ça, mais il faut quand même rappeler aussi que les équipes d'Île-de-France sont quand même énormément composées de joueurs qui émanent du Sud. Hein. Donc, alors la culture, oui, certes, la culture du Sud-Ouest, le rugby, ça on peut pas l'enlever, c'est dans le Sud-Ouest. Bon, maintenant, il y a quand même des années et des divisions où ce sont des clubs d'Île-de-France qui ont été champions de France. Hein. Donc, il n'y a pas à avoir cette espèce de complexe de rugbystique. Une phase de finale pour en avoir joué beaucoup, c'est un autre championnat qui commence, c'est une autre préparation. Tu l'as dit très justement, l'avantage c'est que c'est pas sur un match sec, ou quand on se rate sur un match sec, eh bien, c'est fini. Là il y a l'aller-retour, ça permet de rectifier certaines choses. Un match à aller chez l'adversaire, retour à la maison, ou l'inverse, mais il y a 2 matchs, il y a 2 rencontres, donc ça permet de mettre des petits réglages. Je crois qu'il faut surtout pas avoir de complexe et les prendre par rapport à son statut de leader de poule et rester confiant dans leur tête. Je dis pas que c'est un désavantage, mais je dis que c'est une culture différente et du coup c'est pour ça que c'est très ouvert en fait. Ça fait déjouer souvent les équipes du Sud-Ouest qui pensent elles qu'elles sont au-dessus. Ouais voilà. Je dis pas que c'est un désavantage pour Plaisir, c'est juste que c'est peut-être un avantage. C'est des cultures différentes. C'est des cultures différentes, c'est tout. Pierre Chevalier, très rapidement, après on passe au reste de l'émission. Pour tenter de vous mettre d'accord, c'est simplement rappeler le contexte. Avec des matchs aller-retour, en fait c'est le public et c'est le contexte sur site qui va peser dans un sens ou dans un autre. Mais comme c'est aller-retour, c'est plutôt neutre. Donc la culture du Sud à l'aller, la culture de l'Île-de-France avec les apports du Sud-Ouest éventuellement au retour. Et là, pour le coup, c'est assez équitable. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la folle remontada de Versailles dans le championnat national de football. On parlera aussi du PSG. Le club de la capitale peut-il remporter la Ligue des Champions? Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler football et d'un match caritatif.
Emmanuel Macron a rechaussé les crampons après Poissy en 2021. Le président de la République a rejoué avec le Variété Club de France et ses stars à plaisir lors d'un match caritatif. Ce mercredi 24 avril, il s'est même offert le luxe de marquer un but sur pénalty en seconde période. Parce que je pense qu'il s'est compliqué un petit peu la vie, mais après il a été efficace sur son penalty. Et l'efficacité, c'est ce qu'on demande sur le terrain. Sur le terrain, avec Emmanuel Macron, des anciens grands noms du football comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, Robert Pires ou encore Eden Hazard. Petit bilan des acteurs à la fin de la rencontre. Avant très bien, après très bien, sur le terrain comme on peut. Non, très bien. Il était comment Didier Deschamps, Philippe Volac, vous y étiez vous au stade? Il était très bien. Ouais, c'était un rythme de sénateur, mais il était très bien. Ouais. Donc il est assez dur avec lui-même en fait. Ouais, il est assez dur avec lui. Bon, c'est vraiment. Mais il y avait vraiment. J'ai été impressionné par les personnalités qu'il y avait du monde du football et tous ceux qu'ils ont réussi à avoir. C'est impressionnant. C'était vraiment un beau plateau, je veux dire. Ouais. Alors le grand public n'était pas convié pour cette rencontre, mais cette rencontre s'est quand même déroulée devant plusieurs centaines de spectateurs sur invitation. Il faut quand même savoir que dans les invités, il y a plus de 60% qui sont vraiment des plaisirois. C'est-à-dire on n'a pas uniquement servi d'accueil, on est aussi dans une démarche vraiment ouverte aux plaisirois. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont présents et c'est ça moi qui m'importe. C'est une ville qui est très sportive et il y a beaucoup de choses qui se passent ici de façon intéressante. Et pour nous c'est une chance d'avoir toutes ces stars du football qui viennent aujourd'hui à plaisir. Cet événement a permis de récolter 57 500 € au profit de l'association Les Pièges Jaunes. L'opération va permettre d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Alors la question sur cette thématique, on valide ou pas Emmanuel Macron qui joue au football? Oui ou non? Son niveau sur le terrain? Vous pouvez l'inclure si vous voulez. Non, je valide. Vous validez? Alors Grégory, vous qui êtes un peu taquin. J'étais un peu taquin sur le niveau, notamment sur les pénaltys. C'était un peu la même chose à Poissy. Bon, on va dire que le gardien n'a pas forcément sur le pénalty marqué par le président. Penalty, voilà, on le voit. Moi qui suis gardien de but, même si Philippe aussi, le gardien, je pense que Philippe sera d'accord avec moi. On va dire n'a pas mis toutes les stratégies en place pour essayer d'arrêter. Il y avait peut-être un rayon de soleil, peut-être dans les yeux du gardien, je sais pas. Ouais, mais il savait qu'il allait tirer à gauche, de toute façon. Donc, voilà. Non, mais c'est pas si sûr. En revanche, je validais la démarche, utiliser sa notoriété pour la mettre au service d'une cause comme les Pièges Jaunes. Alors là, pour le coup, la première dame, même si elle n'a pas le titre officiel, Brigitte Macron, est marraine de l'opération. On ne peut être que d'accord. Si ça peut contribuer à faire progresser une cause, à récolter de l'argent. En plus, là, il y avait effectivement un parterre de stars. C'était assez incroyable de voir toutes ces anciennes gloires du foot qui se maintiennent ou pas en forme d'ailleurs. Voilà, on a pu le voir. Il y a eu une grosse prestation, notamment de Robert Pires, que je trouve moi très en forme. Il a mis 3 buts, les 3 premiers, Robert Pires. Et voilà, c'était une ambiance bon enfant, même si effectivement, c'était pas ouvert au public. Et quand même, on le voit sur les images, beaucoup de personnes qui ont pu accéder au stade sur invitation, des beaucoup de plaisirois. Des joueurs de l'équipe de football de plaisir. Et il y en avait certains qui pouvaient voir, effectivement, même s'ils ne pouvaient pas rentrer sur le stade, ils pouvaient quand même voir la rencontre sur le bord de la route, effectivement. Et une petite image sympa, c'est ce tacle du président sur El Hadji Diouf à un moment donné aussi, qui était assez drôle à voir. Donc voilà, des images croustillantes pour une démarche que moi je valide entièrement. Nicolas Dandré, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je trouve, c'est que Emmanuel Macron s'inscrit dans une tradition où les présidents n'hésitent pas à sortir les crampons, à mouiller le maillot. Moi, je me rappelle de François Hollande qui a apprécié jouer au football. Je me souviens aussi de Nicolas Sarkozy, qui n'hésitait pas à faire des footings, qui n'hésitait pas à faire du vélo. Alors après, j'ai pas de souvenir de Nicolas Sarkozy sur un terrain de football. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui jouaient, qui faisaient du sport, mais pas forcément en public. C'est ça exactement. Et on peut même remonter jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, qui faisait du ski et qui a été footballeur aussi. Et alors après, lui, il était moins passionné par le sport, mais il mettait le sport en avant avec sa présence. C'est le général de Gaulle sur les étapes du Tour de France et même les coureurs. En 1960, qui s'était arrêté pour saluer le général de Gaulle sur le bord de la route du Tour de France. Donc, qu'Emmanuel Macron s'inscrive dans cette tradition du président sportif, moi, ça me plaît, c'est parfait. Ça vous plaît?
Pierre Chevalier, ça vous plaît aussi? Ça me plaît beaucoup pour la culture sportive en France. Il y a un débat qui a fleuri en début d'année, notamment via Teddy Riner et via Florian Manodou, rappelant, parce que c'est pas 10 ans, mais rappelant que la France n'était pas une nation de sport. Et on en parle suffisamment souvent sur ce plateau pour dire, de mon côté, de mon point de vue, tout à fait d'accord avec ça, dans la culture et dans l'énergie qu'on met à la pratique du sport pour tous et à la place du sport, par exemple, dans l'éducation des enfants. On a un sport, on a une discipline qui est souvent reléguée parmi les disciplines mineures par rapport aux mathématiques, aux français et à l'histoire, par exemple, qui sont évidemment primordiaux pour pouvoir former nos enfants, mais le sport fait partie aussi de notre nécessité de culture physique et intellectuelle. Et un président qui, comme dit Nicolas, mouille le maillot, c'est finalement assez rare. Moi, je trouve que c'est assez rare. On a effectivement quelques souvenirs de François Hollande en maillot un petit peu fit sur des terrains de football et Nicolas Sarkozy sur son vélo en footing, mais assez peu finalement de présidents qui s'engagent réellement pour la pratique du sport et particulièrement en année olympique. Donc au-delà de l'opération de communication, je trouve que l'image est bonne de pouvoir dire tout le monde doit faire du sport et le sport c'est bon pour la santé et pour la formation de nos enfants et oui particulièrement en cette année de JO à Paris dans quelques mois. Et peu importe le niveau du président. Peu importe le niveau du président, on va pas lui reprocher ni son entraînement, ni ses compétences. C'est pas pour ça qu'il a été élu, mais le fait qu'il puisse le mettre en pratique malgré tout et se montrer, c'est une bonne chose. Juste une petite précision pour rebondir sur ce que dit Pierre Chevalier, ça fait partie de la communication politique aussi. Faut pas se leurrer. C'est de la communication politique et on sait qu'il y a la campagne des européennes. C'est de la mise en avant. Voilà, ça fait partie de la communication politique dans un cadre d'élection électorale. Qui arrive. Quoi. Puis en plus, ils lui ont donné le numéro 3, ils auraient pu lui donner le 49 aussi. Donc, 49-3, oui, voilà, c'est ça. Parce que comme il y avait aussi sur l'aile, il y avait 6x7 qui était là aussi. 42. 42 ouais. Donc, je l'ai. Philippe Loac est très en forme après ses vacances à Ibiza, on l'aura compris. Jean-Miss. Les cocktails, ça vient de fruits. Avec modération. De fruits frais. De fruits frais. Cocktail de fruits frais. Des smoothies. Beaucoup de vitamines. Philippe Loac, bien Jean-Miss. Non, mais tout a été dit. C'est une opération de com, ça on le sait, bien sûr. Mais quand même, on ne peut que reconnaître, on ne peut que le féliciter parce que il n'est pas obligé de le faire, premièrement. Deuxièmement, s'il ne le fait pas, on dit, voilà, il s'implique pas. Alors que là, il le fait, c'est bien. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit autour. En plus, c'est caritatif. C'est pour une association, les pièces jaunes en l'occurrence. Ça a rapporté pas loin de 60 000, je crois. 57 500 euros. Donc, il n'y a que du plus, il n'y a que du positif. Il faut aussi, de temps en temps, s'écarter du milieu politique, même si, comme l'a dit Nicolas, c'est une com, on le sait, c'est une opération de communication, mais c'est bien fait et c'est fait. Ce penalty est magnifique. Franchement, le gardien, je pense qu'il y a beaucoup. Toutes les écoles de football. Je pense que beaucoup de clubs de haut niveau va peut-être. Marc, il a le geste au départ. On est en train de voir les images. Il a été coaché par Eden Hazard apparemment avant son. Oh là là, il a failli partir du petit filet. C'est vrai qu'il faut dire que faut dire que le tir est puissant aussi. Oui, Emmanuel Macron a joué tout le match. Il a joué tout le match. Et après, remarquez à la vitesse à laquelle il joue, il aurait pu jouer 2 jours. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il est resté après avec les enfants et tout ça. Il est resté longtemps après le match. Oui, il est quand même resté prendre des photos. Il a même dédicacé son maillot après le match. À des jeunes du FO Plaisir. Vraiment, je trouve que c'est toi. Il aurait pu faire qu'une mi-temps et partir. Que du positif. Et là, il est resté tout le match que du positif. Et après, donc, je trouve bien. Et ça a donné aussi de beaux souvenirs à des joueurs du club de Plaisir et d'autres joueurs de la ville de Plaisir comme Mehdi Belmiloud. On l'écoute. C'était très bien. En tant que sportif et en tant que footballeur surtout, c'était une très belle aventure. En plus, il y avait un très beau plateau et des très grands joueurs. Donc que du plaisir, même si on n'a pas joué beaucoup. L'essentiel, c'est de participer. Oui, il y a eu des stars, mais il y avait également des anonymes, si je peux dire, dans les deux équipes. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Chevalier, du fait que des joueurs lambda aient pu côtoyer des stars? C'est justement toute la beauté et l'œcuménisme du sport, avec
le fait d'en faire profiter au plus grand nombre, même si c'était pas ouvert au grand public, il y a quand même beaucoup de plaisirois qui ont pu profiter de cet événement-là, côtoyer ces stars qu'on a adulées. J'ai cru voir Laurent Blanc aussi, qui était en défense. Il y avait beaucoup de champions du monde 98, et c'est juste fantastique pour l'image du sport, pour l'image globale de la France, avec un président qui s'implique dans cette année olympique. On l'a vu il y a quelques mois boxer. C'était presque moins crédible qu'un penalty à montrer dans toutes les écoles de football. Grégory, vous auriez aimé participer au match? Forcément, quand on est entouré de... Tu aurais arrêté le penalty. Moi, j'aurais arrêté le penalty. Après, je sais pas ce qui me serait arrivé. Non, mais oui, forcément, entouré de légendes. Je sais que vous, Mickaël, vous avez été sensible à la présence de Didier Drogba, notamment. Samuel Eto'o, voilà, au-delà des stars françaises, il y avait aussi des stars du football international, ex-stars du football international. Donc forcément, quand on est passionné de sport, passionné de foot, ce genre de match, même si ça se joue sur un rythme de sénateur, c'est toujours plaisant de pouvoir y prendre part. 5-3 le score. 5-3 justement, j'allais le dire. Voilà. Merci. Une bonne communication entre nous deux, Jean. 5-3 pour l'équipe du président. Et si on doit le refaire, on le refait? Ah oui, oui, vous êtes unanime autour de cette table. Et surtout qu'ils nous invitent. On leur montre ce qu'on sait faire au football. Alors on continue à parler football, mais cette fois-ci du championnat de national. Les Versaillais n'en finissent plus de gagner. Les hommes de Jean-Luc Vasseur se sont imposés pour la 3e fois en 3 matchs. Leur victime du week-end, Épinal. Les joueurs de la Cité Royale se sont imposés 1-0 avec un but signé Jordan Mendes Correa. Au classement, Versailles remonte et se retrouve à la 8e place avec 42 points. Le club pourrait viser le top 5 en fin de saison. Alors la question sur cette thématique, Versailles peut-il finir dans le top 5 en fin de saison? Vous pouvez voir le classement qui s'affiche à l'écran. Est-ce que Versailles terminera dans le top 5 en fin de saison? Non, peu, effectivement, peu. Pierre Chevalier, non. Oui pour vous, Philippe Volac. Non pour vous, Nicolas Dandry. Oui pour vous, Grégory Canalet. Et vous êtes partagé. On va faire un petit duel entre vous, Grégory Canalet, et qui a dit non de l'autre côté? Pierre Chevalier. Si on suit, commence avec vous, Grégory. Tout simplement la logique mathématique, j'ai envie de dire oui, si on suit la logique de la saison, effectivement on peut en douter, mais la logique mathématique elle est implacable, et effectivement le FC Versailles, mathématiquement, peut terminer dans ce top 5. Ce qui me fait dire ça, c'est depuis l'arrivée de Jean-Luc Vasseur sur le banc versaillais, on a une équipe de Versailles totalement revigorée. Je me notais la stat, il a pris quand même 17 points sur les 24 possibles depuis qu'il est arrivé, il a 5 victoires au compteur, et donc c'est ce rythme, moi c'est cette dynamique qui me fait dire que la fin de saison versaillaise peut se terminer dans le top 5. C'est vrai qu'on est passé un peu par toutes les émotions dans ce Football Club de Versailles. En tout début de saison, on les donnait, pourquoi pas, favoris pour la montée, même si du côté des nouveaux propriétaires, on jouait la prudence en disant, voilà, on va se stabiliser d'abord en national avant d'éventuellement espérer la Ligue 2. Il y a eu l'apport de nouveaux capitaux, l'arrivée de Pierre Gasly, qui va d'ailleurs être présent dans les tribunes pour le match face à Orléans. Il y a eu cette phase où ils ont été dans la zone relégable, donc plein d'émotions cette année, mais là, force est de constater qu'ils sont sur une dynamique ultra positive avec Jean-Luc Vasseur, et moi, honnêtement, mathématiquement, et même sur la dynamique, je les vois terminer dans le top 5. Vous y croyez? Ouais, j'y crois. En tout cas, la descente, on l'oublie. Oui. J'espère. Je n'en dirai pas plus. C'est ni oui ni non avec moi. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds la logique du calendrier. Sur la question peut finir dans les 5, ça, Grégory l'a rappelé, c'est mathématique, mais ça c'est une autre paire de manches, dans la mesure où le calendrier n'est pas forcément hyper favorable. Il reste 4 journées, 4 matchs, 2 réceptions de déplacements, et c'est les déplacements qui me font douter. Il joue contre Orléans, le Red Star, Gol FC et Sochaux, 2 équipes de leur niveau. Orléans et Red Star, voilà, ça va être un peu compliqué. Qui jouent pas forcément les mêmes choses. Au Red Star, ça va être compliqué parce que et le Gol FC est en dessous. Ils sont largement devant. Ils sont largement devant et ils sont promus. Donc peut-être qu'il peut y avoir un relâchement, mais ils ont déjà commencé. Comme ils ont perdu leur dernier match à domicile, je pense qu'ils voudront maintenir un rythme de champion et de promu en Ligue 2. Gol FC, il va essayer de se sauver, donc ça va être un match cher. Et puis il y a un match à Sochaux qui est effectivement ventre mou, même niveau, qui va peut-être jouer les mêmes choses que Versailles. Oui. Donc c'est simplement cette logique de calendrier qui n'est
plus trop favorable à cette remontada. Quoi qu'on puisse accorder comme crédit à Jean-Luc Vasseur et à cette magnifique série en cours. Maintenant, je leur souhaite évidemment de monter le plus haut possible. Ils partaient finalement d'un peu trop loin pour viser le top 5 à coup sûr. Donc voilà, c'est la logique sportive du calendrier qui me fait douter de cette possibilité d'accéder au top 5. Philippe Volac, quel est votre avis sur la question? C'était difficile cette année parce qu'il y a beaucoup encore de descentes. Donc on avait plus peur de la descente, on a plus parlé de descente que la montée et d'être dans les 5 pour faire les barrages. Là, je pense qu'ils ne descendront pas. Et je pense que là, moi, je suis assez confiant parce qu'ils sont dans une bonne dynamique. Parce que même si c'est de gros clubs, ils vont affronter des clubs, mais ils sont dans une belle dynamique. Le Red Star, ils sont sûrs d'être promus. Ils ont perdu chez eux 2-0 le dernier match. Ils ont déjà la tête, en Ligue 2. Les autres aussi, mais je pense que la dynamique peut jouer en faveur. Pourrait aussi partir. Oui, aussi. Et je pense que non, mais c'est bien. Je suis content qu'il se sauve parce qu'on a eu quand même peur toute la saison. On en a parlé. On a quand même eu peur. Il y a eu des hauts et des bas et peut-être même plus de bas que de hauts. Donc non, je suis content. Et s'ils finissent dans les 5, c'est parfait. Ce sera. Et puis l'année prochaine, c'est de bon augure pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, de toute façon, moi j'étais un petit peu mitigé. Pour la seule bonne raison, c'est que sportivement, c'est jamais évident. Mais sportivement, la dynamique joue beaucoup. Et là, je suis plutôt positif quant à leurs résultats prochains. Parce que lorsqu'on est sur une dynamique comme ils le sont actuellement, avec Jean-Luc Vasseur qui, vous l'avez dit, a amené 17 points sur 24 possibles sur les dernières rencontres, on est sur une énorme dynamique. L'heureux, pas l'heureux, pardon. C'est le principal acteur de cette remontée. Forcément, il y joue, puisqu'il y avait eu une tentative, c'est le même groupe de joueurs, et l'entraîneur juste avant, malheureusement, n'avait pas réussi à mettre en place ce qu'il voulait. Alors que lui, on voit que ça fonctionne puisque les résultats sont là. Avec le même groupe, encore une fois. Donc, effectivement, on peut lui attribuer quand même une large partie de la réussite de l'équipe actuelle. Et on le sait pertinemment que lorsque la dynamique au niveau sportif, c'est très important. Et là, ils sont sur une grosse dynamique et à jouer des clubs qui n'ont pas spécialement, notamment celui qui est le Red Star, qui lui, comme l'a dit Philippe, a la tête un peu ailleurs puisqu'ils sont déjà promus. Et la preuve en est, leurs résultats, où ils ont perdu chez eux 2-0. Donc, eux, ils ne jouent plus rien. Et la motivation n'est pas la même entre une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui joue pour aller chercher la qualification, et une qui a déjà obtenu tout ce qu'elle voulait, forcément, la motivation n'est pas la même et le résultat peut être, encore une fois de plus, favorable à Versailles. Donc, je suis mitigé, mais je suis plutôt pour et favorable à ce qu'ils aient un top 5. Optimiste sur un top 5. Sur le top 5. Nicolas Dandry, alors ils gagnent jamais de beaucoup, les Versaillais, ils ont gagné 1-0 contre Nîmes, 1-0 contre Épinal, finalement ça joue pas à grand chose quand même. C'est ça, et puis en plus ça va encore plus se jouer à pas grand chose parce que on voit que deux des adversaires, Orléans est 10e, juste en dessous de Versailles, et Sochaux est 8e, juste au-dessus de Versailles, à l'instant T où on se parle là. Du coup, en fait, il y a 3 points d'écart par rapport à la 5e place au classement, entre Versailles et le 5e. C'est pareil, ça va être pareil pour Orléans et Sochaux, donc c'est très serré. Mais il faut faire attention aussi parce qu'ils sont que à 7 points, alors que 7 points, c'est beaucoup 7 points, de la 12e place. Donc moi ce que j'indique, c'est qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se mettre une pression en se disant on va viser la 5e place. Je pense que, alors habituellement c'est de la communication, mais je pense que les Versaillais devraient faire ça, c'est prendre match après match, se dire que s'ils gagnent contre Orléans, pourquoi pas, et puis voir, en fait prendre les matchs les uns après les autres, et puis voir ce qui se passe, mais ne pas se fixer d'objectifs en se disant on va finir 5e, ce qui semble compliqué sur le papier, parce que les équipes ont quasiment le même niveau, mis à part le Red Star et Gol FC. Le Red Star bien au-delà, qui, on l'a déjà dit ici, n'a plus grand chose à jouer sauf la première place et à conserver cette place de leader, mais ils sont déjà en Ligue 2. Et Gol FC par contre a un gros enjeu, mais est plus faible que Versailles parce qu'ils sont à la 14e place et donc en position de relégation, mais à eux d'aller chercher
de sortir de cette zone de relégation pour ne pas descendre. Est-ce que ça sera un cataclysme s'il ne termine pas dans le top 5 Pierre Chevalier. Non, vu le déroulement de la saison, les émotions rappelées par lesquelles ils sont passés, on a quand même douté pendant longtemps. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en national. Et donc non, absolument pas. C'est, on va dire, par rapport aux objectifs qu'on avait rappelés en début de saison, le fait qu'ils se maintiennent ou le fait qu'ils descendent, là, ça serait un cataclysme. Mais pas la qualification. Donc c'est que du bonus. C'est du bonus, et Jean-Luc Vasseur est en train de poser les bases pour la saison prochaine. Si le maintien est obtenu, c'est quand même l'objectif principal là, sur ce fin de saison. C'est vrai que cette fin de saison, c'est vrai que le top 5, ça serait la petite cerise sur le gâteau. Mais oui, Nicolas a raison, ne se trompons pas de combat, et il faut d'abord obtenir ce maintien. Et en tout cas, les bases sont posées pour la saison prochaine. Jean-Luc Vasseur a apporté une vraie pierre à l'édifice, sa vraie patte. Et moi je dis c'est de bon augure pour commencer sur de bonnes bases. Et on l'a déjà dit avec l'arrivée de Combini, avec l'arrivée de Pierre Gasly, il y a de bonnes bases pour les prochaines années. Vous voulez une transition, Michael, ou pas? On peut avoir une transition. Je pense que le PSG a plus de chances de remporter la Ligue des Champions que de Versailles de finir dans les 5. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Dandry. On continue à parler football et de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Le club qui s'entraîne à Poissy dans les Yvelines et qui pourrait venir jouer à Saint-Quentin-en-Yvelines dans un nouveau stade s'est qualifié au forceps face au FC Barcelone. Après avoir perdu 3-2 au match aller, ils ont gagné 4-1 au retour. En demi-finale, le club de la capitale va affronter le Borussia Dortmund. Dans l'autre match, le Real va affronter le Bayern. La question sur cette thématique, est-ce que le PSG est-il en route pour gagner la Ligue des Champions? Oui. Vous êtes tous unanimes autour de cette table. Ils sont en demi-finale. Ils sont forcément. Vous allez dire oui, Jean? Vous craquez? Moi, dis non. Non, vous pouvez dire non. Hein. Non, alors non. On va faire un petit duel entre Nicolas Dandry et Jean. Jean, non, allez-y, Jean. Non, je dis non, rien que pour contrarier tout le monde. Alors, la chose, leur quart de finale, on ne peut pas leur voler. Ils ont fait ce qu'il fallait au Barça. Les détracteurs disent ouais, mais il y a eu un carton rouge, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Non, pas du tout. J'ai dit simplement qu'il faut pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer parce que peut-être que si Barça était resté à 11, le résultat aurait été le même. Mais je dis qu'il faut pas s'enflammer pour la suite. C'est différent. Mais le jeu, c'est le jeu. Il y a eu un carton rouge. Ils ont joué à 10 à partir de la 30e minute, je crois. Et donc, forcément, le PSG a fait ce qu'il fallait. Donc, bravo, félicitations. Ils ont un tirage au sort qui est favorable, même si on est sur le dernier carré où il n'y a pas de petites équipes, il n'y a plus de petites équipes. Mais c'est quand même, reconnaissons-le, Dortmund, par rapport au Bayern ou au Real, la plus petite, entre guillemets, parmi les grands, mais la plus petite des trois qui pouvaient espérer affronter. Et en plus, ils ont quand même un plus psychologique, puisqu'ils les ont déjà battus en match de poule à cette même compétition. 2-0 et match nul au retour. Voilà, donc pour moi, effectivement, ils ont la voie libre. Ils ont la voie libre pour aller jouer la finale. Pour moi, ils ont la voie libre. Mais attention, parce que malheureusement, il y a les fantômes du PSG qui vont revenir, et on le sait, très proches, et ils ont du mal à concrétiser leur performance sportive lorsqu'ils arrivent pour franchir la dernière marche. Et malheureusement, je ne les vois pas encore cette année gagner cette Coupe d'Europe, parce que même s'ils passent Dortmund, ils tomberont contre un Bayern contre lequel ils ont déjà perdu en finale, et un Real où il va se poser une grande question pour moi s'ils jouent le Real avec un Mbappé qui va être quand même d'un côté PSG et d'un autre Real. Donc bon, moi pour moi, par pure contradiction, je dirais, ils ne gagneront pas la Coupe d'Europe. Je vais juste répondre sur le dernier point de Jean. Mbappé, c'est PSG. Il sera focalisé uniquement pour la victoire du PSG et finir en beauté sa carrière au PSG. On est des en tout cas. On est des et ensuite basculer sur le Real de Madrid. Mais je pense pas qu'il va être. Il va pas être avec dans sa tête en se disant la saison prochaine je suis au Real, donc je vais jouer. Le subconscient, aussi petit qu'il soit, ça j'y crois pas. Moi, ce qui me fait peur par rapport au Real de Madrid, c'est plus la prestation qu'ils ont fait à City, à Manchester City, incroyable. C'était. Ils ont le Bayern là passé aussi. Oui, alors moi je vois
tout le monde pense d'ailleurs qu'il va y avoir une finale PSG-Real Madrid. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être une finale 100% allemande. Ça peut être Dortmund-Bayern. Ou ça peut être une finale 100% allemande, effectivement. Après le corriger américain, ça sera Real-PSG la finale. Ceux qui pronostiquent les rencontres maintenant. Mais victoire du PSG, selon le corgi. Par rapport à ce que j'ai vu, moi, face au match retour à Barcelone, c'est ce PSG-là qu'il faudrait voir sur tous les matchs. Si effectivement les fantômes reviennent et que ça déjoue, ça semble compliqué. Mais je pense pas qu'il y ait de fantômes, justement, j'y crois pas du tout. Moi je pense que ça y est, ils sont sur leur dynamique. Luis Enrique a trouvé, après avoir testé plusieurs positionnements, Et on oublie quand même le match aller du PSG contre le Barcelone. Luis Enrique avait testé un repositionnement avec Bernaldo qui était présent aussi sur le Beraldo qui était sur le terrain. Oui, il est muet. Qui était sur le terrain parce que Hakimi était suspendu. Là, il n'y a pas de suspension, il n'y a pas de blessés. Je pense que les planètes sont alignées. On a un nul, un partout face à Dortmund en phase de poule, avec une victoire au premier match 2-0 à domicile et un partout au match retour là-bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dortmund aura un match de championnat entre les deux matchs, donc le 4 mai. Et puis là contre Leipzig et le 4 mai entre les deux matchs de Ligue des Champions contre le PSG, Dortmund aura un match alors que PSG n'aura pas de match. Il joue uniquement ce week-end contre le Havre en championnat, mais le PSG n'aura pas de match ce week-end. Donc là après c'est soit la récupération sera meilleure du côté PSG, soit le Dortmund va avoir du temps de jeu et puis va arriver sur une bonne dynamique. Ça on ne sait pas, mais en tout cas en termes de récupération, le PSG pourra récupérer ce week-end-là. Donc on verra bien, mais moi j'y crois, ouais. Moi j'y crois, et puis le seul obstacle, ça sera le Real Madrid, je pense en finale, ou le Bayern, mais je pense qu'il y a plus de chances pour le PSG de gagner face au Bayern en finale que face au Real Madrid qui est très costaud cette saison. Pierre Chevalier, avant, après Real, pourquoi? Et en fait, c'est que le terme Real va avoir une incidence, et je considère qu'il y a un avant et un après Real Sociedad, c'est-à-dire au huitième de finale où on a, je trouve, on a un Luis Enrique qui a trouvé la recette et qui a trouvé la recette derrière laquelle le PSG court depuis 10 saisons et 13 depuis l'arrivée des Qataris. Désormais, plutôt d'accord avec Nicolas en disant que sur l'alignement des planètes n'a jamais été aussi parfait que là, la chance, le professionnalisme, l'entraînement et surtout l'esprit du groupe. Là, on peut le dire, le groupe vit bien. Je crois justement que les fantômes sont partis dans leur château hanté et que le PSG a fait sa mue avec un groupe de gagneurs, avec un groupe de besogneux. Il n'y a plus autant de stars que ça et il y a un groupe complet dont les individualités sont au service du collectif. Après, il y a quand même quelques stars quand même. Évidemment quelques stars. Real, ça va jouer un peu plus tard dans la phase finale de Ligue des Champions. Et évidemment, je suis un peu d'accord avec Jean, ça va jouer aussi dans l'esprit d'un certain joueur, vrai ou pas vrai, mais pour l'instant, il est 100% PSG et je pense qu'il voudra partir avec une Ligue des Champions. Donc ça joue en contrebalancier sur sa destination future. Mais donc voilà. Donc je trouve que il y a maintenant cet état d'esprit qu'on a vu au match retour, pas au match aller, effectivement, pas au match aller contre le Barça, mais au match retour, et qui donne un certain nombre de garanties qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant. Grégory Canalé. Le PSG est en route, oui, ils sont en demi-finale, ils sont dans le dernier carré de cette Ligue des Champions. On le disait déjà lors des précédentes émissions, c'est la voie royale pour le PSG. Ils ont quand même tiré le tableau le plus facile, même si rien n'est facile à ce stade de la compétition, mais en ayant un Barcelone... C'est vrai que de l'autre côté, tout le monde s'est un peu entretué, si je peux dire. C'est ça, il y avait Manchester City et Real Madrid avec effectivement une prestation défensive du Real Madrid. Ils n'ont pas été très impressionnant dans l'efficacité, sur le ratio occasion-but, sur la prestation défensive où ils ont complètement annihilé les actions du Manchester City de Guardiola. On n'a pas vu les joueurs, on a vu De Bruyne essayer, il a été bon De Bruyne, mais il s'est quand même cassé les dents face à la défense du Real Madrid, et je parle même pas d'Haaland qui a été quasiment fantomatique. Pas d'équipe italienne par contre en demi-finale, mais un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui fait la différence avec le Real. Carlo Ancelotti qui est une pointure. Qui est italien, qui est italien et qui est une pointure qui
on le dit à chaque fois, fini, qui arrive à revenir sur le devant de la scène. Donc, tableau très favorable pour le PSG. Attention tout de même à Dortmund qui a sorti un Atlético de Madrid qui est toujours difficile à éliminer et qui avait éliminé juste avant l'Inter. Vous disiez pas d'équipe italienne à ce stade de la compétition. Moi je voyais quand même l'Inter assez loin dans cette compétition et ils ont été éliminés par l'Atlético de Madrid qui ne va pas bien en championnat mais qui est quand même toujours une équipe très difficile à éliminer et bravo à Dortmund pour cette prestation avec cette équipe de Dortmund qui certes n'était pas très impressionnante sur les phases de groupe. En championnat, ils sont toujours quand même première devant le PSG. Oui. Ils terminent quand même première sur cette phase de groupe. En championnat, n'oublions pas que par rapport au PSG, ils ont quand même une place de qualifié en Ligue des Champions à jouer. Ils sont actuellement 5e à 2 points des 4 places qualificatives, donc ils vont aussi se donner en championnat. Ils vont pas forcément mettre l'équipe B en championnat, et donc ça peut aussi jouer sur la forme de l'équipe. Mais c'est quand même une équipe qui monte en puissance. Le seul bémol, si je devais trouver un bémol, c'est pour moi sur la forme individuelle de certains joueurs. Alors, on a des joueurs qui montent en puissance du côté du PSG. Je pense à Vitinha, qui m'a impressionné, Dembélé, Nuno Mendes. Voilà, quand il est disponible et pas blessé, c'est un joueur qui est impressionnant pour moi sur son couloir. Mais de l'autre côté, on a quand même des joueurs, moi je trouve, qui sont en deçà sur leurs prestations individuelles. Dès que il y a quelqu'un qui manque en défense, Beraldo derrière, on a vu que c'était très hésitant dans ses prestations en Ligue des Champions. Et ça me fait mal de dire ça en tant qu'Italien, mais le PSG n'a pas un gardien haut niveau pour moi pour gagner une Ligue des Champions. Donnarumma, c'est un gardien très bon sur sa ligne, mais dès qu'il doit sortir, dès qu'il doit jouer au pied, on se retrouve avec un gardien pour moi qui a un niveau presque, je vais pas dire district, je vais peut-être pas exagérer, mais qui a un niveau qui n'est pas club, par exemple. Voilà, qui est peut-être au niveau du variété club. Il vient de postuler justement pour intégrer le variété. Et je trouve que voilà, c'est quand même, on parle d'un poste clé. On dit souvent que les grandes équipes s'appuient souvent sur un très grand gardien de but, un très bon milieu de terrain et un très bon attaquant. Voilà la fameuse colonne vertébrale. Et dans les grands matchs, moi j'ai peur que Donnarumma soit une faille pour ce Paris Saint-Germain-là. Peut-être qu'il me fera mentir. Encore une fois, sur sa ligne, il est très bon. Et j'espère qu'il me fera mentir parce que j'espère avoir un grand Donnarumma pour l'Euro derrière avec l'Italie. Mais c'est ce qui me laisse un peu perplexe. C'est quand même un poste clé où le PSG, je trouve, a des failles. Philippe Volac, très rapidement. Parce qu'il rate un match en général en Ligue des Champions et il l'a déjà raté. C'était le match aller contre Barcelone. Là, moi, la prochaine émission, je pourrais vous dire parce que je serai à Dortmund mercredi. Ouais. Donc, dans le mur jaune, dans le parcage en plus, dans le parcage que je serai pour une fois pour la fin de ma vie. Donc, je pourrais vivre un match là-bas. Je fais l'aller-retour mercredi. Vous allez mettre une écharpe jaune du coup? Je sais pas ce que je vais faire, mais si je suis dans le parcage, je suis quand même obligé de mettre le maillot du PSG. Ils sont chauds là-bas. C'est mieux quand même. Puis là-bas, ouais. Non, mais je suis quand même confiant parce que ils montent en puissance, ils jouent bien. Voilà, ça fait 3 matchs qu'ils gagnent 4-1. Bon, c'est pas contenant, mais c'est quand même, ça veut dire quand même quelque chose. En général, au mois d'avril, ils sont pas bons. Les autres années, les 10 dernières saisons, comme disait Pierre, depuis 13 ans même, c'était mars-avril, ils avaient des blessés, ils étaient pas bons. Là, je trouve qu'ils sont au top. Là. Auparavant, il y avait l'anniversaire de la sœur de Neymar. Donc... Oui, aussi. Et là, il y a... Ouais. Bon, en tout cas, on reviendra évidemment sur le parcours du PSG dans les prochaines émissions de Si on parlait sport et vous nous raconterez votre expérience, Philippe Volac. Alors, on va maintenant passer à l'envolée de Grégory, le meilleur moment de cette émission, notre dessert. De quoi allez-vous nous parler, Grégory? Des premiers pas d'un surdoué dans la plus prestigieuse des ligues de basket au monde. Surdoué, le mot est peut-être même faible pour évoquer ce véritable extraterrestre de sa discipline. D'ailleurs, son équipementier ne s'y est pas trompé en lui consacrant sa propre collection sur la thématique martienne. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce spot s'afficher. Merci à la régie de nous l'envoyer. Voilà, vous allez voir ce spot d'un célèbre équipementier qui reprend la thématique extraterrestre martienne. On se demande qu'est-ce qui se passe. On est sur la thématique un peu crop circle, vous savez, ces fameuses formes qui ne sont pas identifiées dans les champs, voilà, avec une forme martienne. Et donc, c'est une collection martienne qui a été consacrée à Victor Wembanyama, parce que vous avez compris que je parle bien sûr de Victor Wembanyama, 20 ans, qui n'aura pas déçu les attentes pour sa première saison NBA. Mieux que ça, il est même allé au-delà de ce qui était espéré. Bon, pas au niveau collectif, il faut le dire, au sein des Spurs de San Antonio qui ont terminé
avant-dernier de la conférence Ouest avec 60 défaites en 82 matchs. Le natif du Chennai, lui, a pris part à 71 rencontres avec des statistiques individuelles à couper le souffle. Wemby a passé son temps à affoler les compteurs, à frôler ou même battre des records à un tel point qu'on ne sait même plus où donner de la tête ou regarder quelles statistiques retenir. Bon, on va retenir quand même sa moyenne. La voici, 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres. Pour une première saison de NBA, c'est mieux que ce qu'avait fait par exemple LeBron James lorsqu'il avait débuté à Cleveland. Des performances qui devraient lui assurer le titre de meilleur rookie, c'est-à-dire le meilleur débutant en NBA. Il a été désigné d'ailleurs 3 fois d'affilée dans la conférence Ouest en janvier, février et mars. Mais en tant aussi que meilleur contreur de la saison avec sa moyenne de 3,6 contres par match, un total aussi de 254 contres sur la saison. C'est du jamais vu depuis un rookie, depuis Shaquille O'Neal en 1993. Eh bien, le Français de 2,23 m a été nommé aussi dans la catégorie du meilleur défenseur de la saison. En face de lui, notamment, son compatriote Rudy Gobert, annoncé comme favori. Wembanyama a lui en tout cas la faveur de ses pairs. Une majorité des 142 joueurs de NBA interrogé par The Athletic le considère comme le meilleur défenseur de la ligue. Il est également le premier élément cité pour construire une équipe à partir de zéro, devant même un certain Nikola Jokic, l'un des favoris pour le titre de MVP de la saison. Moi, ce que je retiens de cette première saison de NBA de Victor Wembanyama, c'est sa capacité à faire évoluer son jeu, faire évoluer son style. Il est arrivé comme un ailier fort, un pivot, et il est devenu un intérieur moderne, façonné, il faut le dire, par son coach Greg Popovich, qui n'a pas hésité cette saison à enfiler le short pour aller lui dicter ses préceptes directement sur le terrain. Voici d'ailleurs ce que Popovich dit à son encontre. Je devais lui montrer qu'il était doué de bien d'autres façons qu'il ne pense. Il a un QI basket à la Tim Duncan. Tim Duncan, on parle là déjà d'un très grand, mais si on regarde une autre donnée, le Player Efficiency Rating, c'est-à-dire le taux d'efficacité global, Wemby obtient le score de 23,1, ce qui le place déjà dans le top 15 de la saison. Pour une saison comme rookie, seul Michael Jordan et David Robinson ont fait mieux que l'Yvelinois. Qui sait David Robinson, qui sait Michael Jordan, les petits joueurs. Il joue déjà dans la cour des grands, marquant aussi l'histoire de sa propre franchise. Il est le premier joueur de l'histoire des Spurs à cumuler sur une saison 1300 points, 230 contres, 100 tirs à 3 points réussis. Et là où c'est impressionnant, ça en fait même peur, c'est cette impression qu'il en a encore beaucoup sous la semelle, éternel insatisfait. On a affaire là à un bourreau de travail. Il n'était pas rare cette saison de le voir prolonger ses séances d'entraînement pour améliorer notamment sa précision au tir. À peine en vacances d'ailleurs, il l'a dit dans une interview à l'équipe, Victor pense déjà à sa préparation pour les JO et pour la saison prochaine. Il met la barre haut. Je ne suis qu'à 15% de mes capacités, disait-il dans cette même interview de l'équipe il y a quelques jours. Mais je vous pose la question, quand sera-t-il quand il sera à 100% de ses capacités? Moi ça me fait rêver en tout cas. Bravo Grégory pour cette magnifique envolée. À 15% de ses capacités, est-ce que vous y croyez, Nicolas Dandry? 15% de ses capacités. Vous avez vu la différence entre l'année dernière au Nets et cette année aux Spurs, la différence physique. La masse musculaire qu'il a prise en une saison, moi ça m'impressionne. Il est aux alentours de 10 kilos. Ouais, mais même il partait de loin. Il partait de loin, mais t'as vu déjà la différence par rapport à l'année dernière. Moi, c'est impressionnant la masse musculaire qu'il a prise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et Grégory en a parlé, pour le titre de meilleur défenseur. Et ça peut être peut-être un handicap dans sa progression, non pas individuelle, mais collective. Rudy Gobert est favori, et je lisais un article sur Eurosport ce matin, est plus que favori au niveau du meilleur défenseur de la saison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son équipe de Minnesota Timberwolves en playoff, est en playoff et joue les phases finales. Ils ont déjà 2 victoires à 0 contre les Suns de Phoenix. Et donc, c'est ce qui pourrait faire la différence, en tout cas pour le titre de meilleur défenseur cette saison. L'impact dans l'équipe, sur l'équipe qui fonctionne bien. Exactement, voilà. C'est une équipe qui qualifie en playoff, c'est une équipe qui fonctionne bien.
Et il pourrait obtenir donc cette saison pour la quatrième fois le titre de meilleur défenseur pour en tout cas Rudy Gobert. Ce qui est important de préciser, c'est que ce sont les journalistes qui votent parce que les joueurs n'aiment pas trop Rudy Gobert dans le même classement que j'évoquais tout à l'heure. Exactement. Il estime comme le joueur le plus surcoté, Rudy Gobert. Et traditionnellement, et c'est très juste ce que dit Grégory, c'est que donc là c'était un classement fait par les joueurs, mais c'est les journalistes qui votent et la plupart du temps dans ce type de classement, les journalistes prennent aussi en compte la performance collective. Et donc là, ça serait plutôt à l'avantage de Rudy Gobert. Donc oui, c'est une saison exceptionnelle, stratosphérique. Oui, il est qu'à 15% peut-être, mais il va continuer à progresser et ça va être un joueur énorme et ça va être un joueur légendaire. Mais dans quel collectif? Ça, c'est peut-être le petit handicap qu'il a aujourd'hui. Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'écoutais bien ce que disait Nicolas. Il a tout à fait raison. Et pour une fois, ouais, pour une fois. Ouais. Et il a tout à fait raison. Moi, c'est le seul petit bémol parce que là, on revient pas sur ces statistiques qui sont. J'ai pas tout donné encore. En plus. Oui. Qui sont impressionnantes. Il est qu'à 15% de ses capacités. Il est comme Victor Wembanyama. Grégory, il n'était qu'à 15% de ses capacités. Donc, il n'a rendu que 15%. Mais pour moi, le seul point négatif pour sa progression, mais bon, c'est à la fois un point négatif et positif. C'est l'équipe dans laquelle il évolue, qui finit avant-dernier de la conférence Ouest. Donc, forcément, il ne peut pas encore vraiment mettre en avant ses performances et ses statistiques affolantes. Il me tarde de le voir jouer au sein d'une grosse équipe de la NBA. Après, ils vont avoir un choix de draft intéressant, c'est-à-dire les nouveaux jeunes joueurs qui arrivent en NBA avec ce système de loterie. Ils auront ce système de loterie pour la saison prochaine, les Spurs. D'autant plus que là, ils vont avoir et le choix dans la date et le choix du joueur. Donc ça va leur faire, pour la deuxième année consécutive, la possibilité d'aller rechercher encore un top player, un gros espoir. Et on parle aussi de Stephen Curry aussi qui pourrait intégrer les Spurs l'année prochaine. C'est la rumeur du moment. Pour Victor Wembanyama, ce serait l'idéal parce que pour lui, ce serait une progression. On sait que sa progression individuelle, elle est énorme. Mais s'il continue à évoluer dans le même groupe, avec les mêmes repères et avec l'apport de joueurs plus fort et plus important, ça va lui permettre d'évoluer encore plus et de façon plus progressive. Ouais. Et ça va le préparer à aller dans une grande équipe. Il faut dire que si Stephen Curry, rapidement, parce que je veux donner la parole à tout le monde. Si Stephen Curry arrive aux Spurs, ça permettra d'épicer sa carrière à Wembanyama, bien évidemment. Bravo. C'est très magnifique. C'est magnifique. S'il est à 15%, Pierre Chevalier. S'il est à 15% de ses capacités, faisons-lui confiance. Il est bien entouré, il a bien été drafté, il est sur une trajectoire stratosphérique. Donc faisons-lui confiance. Ça promet pour les 85% restants. Philippe Volac. En jouant que 32 minutes par match pratiquement sur la saison, je trouve que les statistiques sont vraiment très très bonnes. Hein, oui, parce que Greg Popovich l'a conservé. Ouais, voilà, c'est ça. Et il n'a pas fait certains matchs. Tous les 2 jours, il jouait pas tous les jours non plus. Voilà, c'est ça. Et moi, ça me donne envie de voir. Déjà, là, c'est bien parce qu'il va se reposer en faisant pas les playoffs. Il va se reposer pour l'équipe de France avant les JO. Donc, je trouve que c'est pas. Et j'ai vraiment maintenant. Sur les JO, j'ai hâte de voir l'équipe de France parce qu'ils vont avoir affaire à une Dream Team américaine très 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 forte en plus. Donc j'ai hâte de voir ça. Gobert, Wembanyama à l'intérieur. Des vacances très courtes, moins de 3 semaines. Il voulait revenir en France parce que la France lui manquait. Il le disait dans l'interview. Il voulait manger un petit sandwich grec. Bon, c'est pas très français, mais voilà, c'était dans ses habitudes. Et il va revenir aux États-Unis tout début juin pour se mettre en mode JO et aussi pour préparer la saison prochaine avec les Spurs. Ouais. En tout cas, s'il vient si on parle des sports, on veut bien l'accueillir ici sur ce plateau. On lui fera un peu de place. On n'hésitera pas. On va essayer d'être à la hauteur. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation d'Eric Cantona, la légende, le légendaire footballeur. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.